Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce superbe salon Parège avec cette vue extraordinaire sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Merci au Cercle des Parèges de nous accueillir, merci à son président Bernard Serin, son directeur Lionel Ollinger d'avoir accepté que ce nouveau rendez-vous sans filtre de la semaine se déroule ici même en public une fois par mois en partenariat avec l'Union des entreprises de Moselle. Je salue son président André Bousser, avec également Orange, représenté aujourd'hui par 2 délégués régionales, puisque nous avons Sabine Martin, bonjour madame, qui cédera son fauteuil dans quelques temps à Patricia Lecoq. Bonjour madame Lecoq et bienvenue. Enfin, je salue notre 3e partenaire, l'artisan horloger joaillier Bianchi. Bonjour Alexandre Bianchi, merci également de nous accompagner. Chaque mois, j'aurai donc le plaisir ici même d'interviewer devant vous une personnalité politique locale sur son actualité, sur l'actualité de nos territoires, sur les enjeux politiques et économiques du moment. Le public, en fin d'émission, pourra également poser ces questions. Comme vous le voyez, avec ces quelques caméras installées dans la salle par notre partenaire White Vision, cette interview est enregistrée et sera diffusée sur le site de la semaine et sur ses réseaux sociaux et fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Et pour inaugurer ce premier numéro de Sans Filtre, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Weyten, président du département de la Moselle. Bonjour Patrick Weyten. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le premier à passer sur le grill de Sans Filtre. Vous en êtes donc du coup en quelque sorte le parrain. Et je vous en remercie chaleureusement. J'espère que vous êtes bien installé, là presque accoudé au comptoir. Vous avez un café, un verre d'eau. Tout va bien. Patrick Weyten, donc vous avez 68 ans, vous êtes président du département depuis 2011, réélu en 2015, réélu aussi en 2021. Vous avez été aussi maire de Yutz durant 15 ans, premier vice-président de la région quelques mois en 2016. Vous aviez alors quitté la région pour les bancs de l'Assemblée nationale suite au décès d'Anne Gromersch, dont vous étiez le suppléant. Et vous aviez siégé à l'Assemblée comme député donc jusqu'à l'été 2017. Vos valeurs vous portent plutôt au centre droit de l'échiquier politique. Vous n'êtes pas affilié, pas adhérent, je crois, ou plus, en tout cas à un parti politique, parce que vous avez été membre à certains temps de l'UDI, mais on reviendra peut-être sur ce sujet tout à l'heure. Première question, Patrick Weyten, sur un sujet qui vous tient à cœur, pour lequel vous êtes très investi. Ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Jeux, c'est dans moins de 500 jours maintenant. C'est un dossier donc, que vous avez investi depuis longtemps. On sait que la flamme olympique passera par la Moselle, vous y êtes engagé. Mais première question, Patrick Weyten, quel sera son parcours à la flamme olympique en Moselle? Je ne pourrais pas vous donner de réponse, excusez-moi, puisque je n'y suis pas autorisé. Alors c'est vrai, beaucoup disent, effectivement, je me suis intéressé dès l'origine de l'action d'organisation de Paris 2024, au sein et aux côtés du COJO, du Comité d'organisation des Jeux Olympiques, puisque je suis également vice-président de l'Association des départements de France. Et à ce titre-là, j'ai la vice-présidence chargée du sport et je suis le référent des départements de France aux côtés du COJO pour travailler dans cette démarche d'organisation des Jeux Olympiques et du parcours en particulier. Alors, Tony Estanguet, l'ensemble des responsables du COJO, le ministère des Sports et Paris 2024 ont décidé que la maille territoriale qui aura la responsabilité d'organiser le parcours, la maille sera départementale. Elle allie à la fois la solidarité, l'équilibre et une maille suffisamment importante pour organiser ce parcours. Premier point. Le deuxième, la volonté du COJO, c'était que la flamme olympique traverse chaque département de France, à la fois métropolitain et d'outre-mer. C'était l'objectif qui avait été fixé et ils avaient un objectif d'une trentaine de départements qui devaient répondre favorablement à la sollicitation. J'ai fait le tour des départements, j'ai rencontré les présidents, j'anime une structure qui rassemble tous les référents de chacun des départements, on était à 124 la dernière fois, pour travailler sur la préparation des Jeux, mais également sur le parcours de la flamme. Et votre question plus particulière, c'est le parcours de la flamme olympique. Je peux vous dire que je vais recevoir cette semaine, je vous dirai ni l'heure ni l'endroit, les responsables du COJO pour travailler sur le parcours de la flamme olympique. Sur le repérage, vraiment sur le terrain?
Oui, ils vont faire le tour. Bon, nous l'avons déjà repéré, nous avons déjà identifié, sachant que les règles ont été érigées à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale avec le CIO, parce qu'ensuite il y a des règles très précises, des problèmes de sécurité, des problèmes d'accessibilité, des problèmes de déplacement, puisque la flamme parcourra entre 100 et 150 km pour chacun des départements sur une journée. Et le soir, il y aura une soirée de ce qu'on appelle de célébration, c'est-à-dire la flamme allumera le chaudron dans la ville qui aura été désignée par chacun des départements et il y aura des animations. Alors ce que je peux vous livrer comme information, mais ce n'est pas un scoop puisque je l'ai déjà dit souvent, vous m'en excusez, le premier point c'est qu'elle traversera la Moselle. On a fait partie des tout premiers départements où l'accord a été passé, où nous avons été labellisés terre de jeu, puisque la flamme ne traversera que des territoires labellisés terre de jeu. Ensuite, elle s'arrêtera le soir de la célébration à Metz, puisqu'on avait fait le choix, et c'était au département de désigner le territoire qui allait accueillir. Donc c'est là qu'il y aura un événement. Ensuite, et là, il y aura un événement le soir à partir de 17h, 17h30, populaire, ouvert, très largement, avec là aussi une spécificité culturelle, puisque c'est à la fois l'olympisme sportif, mais c'est aussi l'olympisme culturel. Et on est dans cette démarche et j'y reviendrai. Et donc, ce sera Metz, et je travaille actuellement avec François Grosdidier, que je vois avec le COJO, l'occasion de cette visite, pour travailler sur cette arrivée à Metz, et voir de quelle façon nous célébrons ensuite l'olympisme. Je vous rappelle qu'on attend les Jeux Olympiques depuis un siècle, 1924. Donc, cela mérite quand même qu'on s'y arrête. Et puis, la flamme olympique passera et s'arrêtera devant la maison Robert Schuman. Pour moi, l'Eurodépartement, on ne peut pas imaginer et que le père de l'Europe soit mosellan, qu'il a été le fondateur, je dirais, de cette collectivité européenne. Je crois qu'il était normal qu'on lui rende hommage. Et donc, ça a été fait. Et ça, c'est un acte que nous avons posé, et le COJO et le CIO ont immédiatement répondu favorablement en disant la flamme olympique, et c'est une exigence, passera devant la maison Robert Schuman et s'y arrêtera. Donc pour nous, symboliquement, c'était très fort, puisque aujourd'hui, à l'échelle du COJO, donc à l'échelle nationale, à l'échelle du CIO, il donne quelques lieux emblématiques devant lesquels la flamme va passer. Et au niveau national, il y a 4-5 lieux comme cela. L'un des lieux, c'est la maison Robert Schuman en Moselle. Parmi les 4-5 au niveau national, donc vous avez réussi à obtenir ça. Lorsque les médias ont exprimé certains lieux, c'est le Mont-Saint-Michel, enfin voilà, c'est ces lieux un peu particuliers. Ben c'est la maison Robert Schuman qui est identifiée comme étant le symbole de l'Europe. Et pour nous, c'était très important. Maintenant, à nous d'organiser ce parcours. Il sera présenté, puisque j'ai travaillé sur le parcours national également, avec les départements. Il y a 63 départements qui sont engagés. Donc aujourd'hui, le parcours est bien établi, il est bien avancé. Il rentrera à Marseille, ça c'est pas un scoop non plus, en venant de l'Olympie. Donc il rentrera à Marseille. Vous pouvez rappeler quelle date, sans avoir la date précise pour la Moselle, mais le parcours en France, alors, va se faire à quelle période? On n'a pas la date précise encore, elle est en train d'être travaillée. C'est fin avril, début mai. Et elle arrivera à Paris le 26 juillet, le jour d'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà. Et donc, la Moselle est dans ce parcours-là. On est en train d'identifier définitivement la date précise. On n'a pas bouclé. La carte de la France et du parcours à l'échelle nationale sera dévoilée fin mai. Et à partir du moment où cette carte sera dévoilée fin mai, nous pourrons ensuite dévoiler la carte du parcours départemental. Et donc c'est à ce moment-là, sachant que pour le parcours de la flamme, il est estimé à peu près par le COJO qu'il y aura 25 millions de Français qui verront le parcours de la flamme. Et qu'à l'échelle planétaire, c'est 1,2 milliard d'habitants de la planète qui verront la flamme traverser la France. Donc vous pouvez imaginer la résonance que cela peut représenter. Et nous serons, sur ce parcours-là, charge à nous de donner une identité suffisamment forte, symboliquement, de rassembler les territoires, parce que pour nous c'est important, et de marquer l'identité du département de la Moselle dans cette carte de France. Et c'est ce à quoi nous travaillons, parce qu'on est vraiment dans l'attractivité, dans le rayonnement. Et puis on est dans la démonstration que l'esprit olympique est encore totalement ancré en nous et que nous souhaitons continuer à développer cette politique du sport, cette politique de l'olympisme, olympique et paralympique, puisqu'il y aura un deuxième parcours au mois de septembre dans le cadre des Jeux paralympiques où nous allons commencer à y travailler aussi.
Donc vous l'avez dit, une soixantaine de départements en 63. 63. Donc ça veut dire que certains n'ont pas voulu, notamment en mettant en avant le coût que ça se représente. Donc, votre réponse, on la connaît, c'est justement cette exposition, cette surexposition qui justifie ce coût-là, parce que c'est combien pour un département Alors il faut savoir que le COJO a la responsabilité qui lui est confiée par à la fois le CIO et le gouvernement français d'organiser les Jeux Olympiques. C'est une association qui a l'obligation d'équilibrer ses comptes. Donc, qu'on soit très clair, ce n'est pas une structure privée qui a pour mission de faire du bénéfice. Et donc, c'est le coût de revient du parcours de la flamme, c'est 180 000 € par département. Alors, j'ai réussi en négociant que le COJO accepte que cette somme soit payée en 3 annuités, donc 3 fois 60 000 €. Il y a des départements qui ont décidé de ne pas y aller. Pour la Lorraine, je prendrai l'exemple de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges, qui ont souhaité ne pas y aller. Alors, ça vous a, je comprends. Meurtri ou ça vous a embêté parce que c'est vous qui pilotez comme ça au niveau national? Alors, déjà, on est largement au-dessus de ce qui a été imaginé à l'époque par le COJO, puisqu'ils étaient à une trentaine de départements, on est à plus du double. Ensuite, ça m'a surpris, très honnêtement. La dernière fois que la flamme olympique a traversé la Moselle à l'occasion des Jeux olympiques d'été, c'était en 1948. Vous voyez que c'est loin. Hein. Moi, j'ai quelques images encore, puisqu'elle a traversé ma commune à l'époque, et j'ai quelques images. Et les Lussois s'en souviennent. Je me souviens d'un des porteurs, qui était un marcheur qui avait fait Paris-Strasbourg, par exemple, et qui a porté la flamme. Donc, c'est ancré dans notre histoire. Et je ne comprends pas les départements. Je leur ai dit, hein, je ne comprends pas les départements. Vous savez, il y a des départements qui ont 600 millions d'euros de budget par an. On leur demande 60 000 €. Et c'est la seule contribution, puisqu'ensuite, la soirée de célébration, c'est la ville qui accueille, qui assume la responsabilité de la gestion financière de cette soirée de célébration. Naturellement, nous allons y associer les 90 collèges de Moselle. Naturellement, nous allons y associer le comité départemental olympique et sportif et toute la vie associative sportive qui sera et qui est à nos côtés et qui sait mobiliser. Naturellement, nous allons promouvoir les lieux touristiques, les lieux d'attractivité. Naturellement, nous allons promouvoir l'entreprise. On a une histoire à raconter ici. On a surtout une volonté de rayonner et d'être présent dans une exposition mondiale. C'est là où je ne comprends pas les départements qui ont décidé de ne pas y aller. Je crois qu'il manque véritablement un rendez-vous. Alors c'est vrai, on est très loin encore des Jeux Olympiques, donc ça ne préoccupe pas nos concitoyens qui sont plutôt intéressés par ce qui se passe dans leur vie, et en fin de vie avec la retraite, avec le contexte politique qui n'est pas simple. Mais cela va arriver très vite maintenant. Et lorsqu'on aura dévoilé le parcours de la flamme, lorsqu'on aura avancé de façon significative, quand on va commencer à rentrer en épreuve de sélection pour nos sportifs français, puisque l'objectif c'est que dans chaque discipline, il y aura une représentation de la France. Et naturellement des territoires, et en particulier des départements, et nous y inscrivons complètement dans cette démarche. Donc pour moi, c'est véritablement un événement planétaire, un événement important. Et puis on peut dire que le sport rassemble. Je crois que c'est l'une des seules disciplines, une seule des activités qui rassemble totalement toutes les générations, toutes les classes sociales, toutes les sensibilités, toutes les origines. Je crois qu'il faut fêter le sport, quoi. Et là, on a une remarquable capacité à pouvoir le faire, à se mobiliser, à mobiliser l'ensemble des territoires. Et donc, j'ai du mal à comprendre, mais naturellement, je respecte complètement. Mais il y a des territoires qui vont être complètement ignorés du COJO et du passage de la flamme olympique. Ouais. Alors, un des enjeux pour le département, c'est aussi d'accueillir des délégations sportives. Donc, il y a quelque temps, vous avez signé avec la délégation des Philippines. Hein, c'est bien ça. Il y en a d'autres qui sont, je crois qu'il y en a d'autres dans les tuyaux, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour l'instant pas, mais ça va venir, non, puisque je ne suis pas autorisé à le faire pour l'instant. Les Philippines, oui, puisque j'ai signé avec le président de la délégation. Donc, toutes fédérations confondues. Alors, les Philippines, c'est un petit pays, mais on a quand même des champions olympiques en boxe, en haltérophilie. Le 3e meilleur perchiste du monde est un Philippin. Donc, ils viendront se préparer ici en Moselle, à Verny, à Academos, c'est ça? Ils vont venir à Academos. La boxe est très importante et ils vont venir à Academos. Ils seront hébergés dans l'hôtellerie mosellane. Nous allons nous rapprocher ensuite des clubs sportifs. Je pense à la gymnastique par exemple. Eux ont besoin que le matériel qu'on leur présentera dans une salle de gymnastique en Moselle soit le même équipement qui va servir aux Jeux Olympiques à Paris
en juillet-août 2024. Il nous a demandé des sparring partners sur la boxe, par exemple. Donc c'est un peu tout cela que nous sommes en train d'organiser, la logistique, l'accueil. Ils vont venir à plusieurs reprises pour goûter au climat méditerranéen de la Moselle. Voilà. Et quand on aura les 40 degrés, vous verrez, quand ils viendront, ils seront assez surpris et impressionnés. Et puis, pour nous, ça donne une résonance éminemment importante. Alors, d'autres délégations... On parle du Brésil ? On a une dizaine de délégations qui sont intéressées par la Moselle, avec lesquelles on travaille. Tous les jours, on en a de nouvelles. Parce qu'ils ont entendu parler de la Moselle, parce que il y a une des fédérations qui est intéressée par la Moselle, qui veut créer ici leur hub européen. Puisque nous sommes au cœur de l'Europe de l'Ouest, je vais dire, avec des équipes nationales prestigieuses, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, pas loin de l'Europe du Nord, pas loin de l'Europe de l'Est, parce que avec ce qui se passe malheureusement en Ukraine, lorsqu'on veut côtoyer la Roumanie, lorsqu'on veut côtoyer des pays de l'Est, ils préfèrent se déplacer vers l'Ouest, donc ils sont très intéressés. Et on a donc de belles rencontres aujourd'hui qui sont en phase d'être organisées. Alors, on a des contacts avec la Chine, on a des contacts, hier on a eu un contact avec le Kenya. Voilà, on est sur la planète entière. Hein. Et la carte, c'est d'en avoir combien, l'objectif ? On n'a pas un objectif particulier. Pour vous, le contrat serait rempli nous, ce qu'il faut, combien ? Le problème, c'est qu'à un moment, on n'aura plus la capacité de faire. Aujourd'hui, par rapport au décompte que l'on a des délégations qui veulent venir, c'est aujourd'hui déjà 10 000 nuitées. Voilà, donc il faut déjà qu'on ait une capacité hôtelière pour accueillir autant de délégations dans les exigences qu'ils ont. Il faudra leur fournir un cuisinier. Les Philippins, par exemple, c'est un peuple très catholique. Ils nous ont demandé qu'ils aient des contacts avec l'évêché pour trouver un lieu de culte qui puisse les accueillir en toute sécurité. Voilà des exemples de ce qu'ils nous demandent. Donc vous voyez la particularité. Et puis le dernier point qui est essentiel, c'est qu'ils veulent ici, pas que les Philippins, venir organiser des compétitions avec les pays voisins. Par exemple, la Fédération française de volleyball, qui était déjà venue organiser le tournoi de France à Metz l'année dernière, veut revenir. Et on a déjà en commande France-Bulgarie et 2 fois France-Hongrie en Moselle au mois de juin. Donc je travaille avec le maire de Metz pour l'organiser à Saint-Symphorien, Palais des Sports, et on envisage d'en faire un match sur Terville, Florange, le TFOC, qui sont en Ligue 1. Donc, et on va avoir ces compétitions-là qui vont s'organiser. Ce qui veut dire que la Moselle va avoir des compétitions de niveau international, des compétitions de préparation. Donc on a des retombées, et moi naturellement on va y inviter des collégiens, on va inviter les jeunes sportifs, on va inviter les enfants des maisons de l'enfance à caractère social, donc les enfants placés parce qu'on veut des belles rencontres. Naturellement on va y associer nos clubs sportifs. Pour nous c'est absolument essentiel. Donc c'est véritablement le sport pour tous qui s'ouvre dans le cadre de la démarche de Paris 2024. Et puis naturellement on ira également vers l'olympisme culturel, hein, puisque là aussi c'est une exigence de la part à la fois du ministère des Sports, du ministère de la Culture, mais aussi du COJO et du CIO. Et donc on a en préparation aujourd'hui un certain nombre d'événements culturels que l'on va mettre en place. Le dernier point, si vous me le permettez, c'est qu'on a décidé également d'identifier le lieu de célébration départementale pendant 1 an, que nous allons inaugurer et ouvrir le 26 juillet prochain. Et ce lieu-là, Madame la directrice, c'est Amnéville. D'accord, donc c'est une info que vous donnez aujourd'hui. Donc c'est un scoop que je peux vous donner, parce que quand même vous en réservez. Merci. Donc c'est Amnéville qui va être le lieu de célébration pendant 1 an. Et à l'occasion des Jeux Olympiques, c'est là qu'on aura les grands écrans, c'est là qu'on va faire venir celui qui aura été décoré d'une médaille olympique. L'objectif, c'est de passer là après qu'il soit revenu de Paris ou de son lieu de compétition. On fera venir des anciens sportifs. Naturellement, cela sera ouvert à l'économie, à l'activité culturelle, parce qu'on veut également des animations culturelles. Et puis, ce qu'on envisage, c'est naturellement de faire venir le maximum de monde, de travailler en partenariat avec les acteurs du site, pour que dans l'organisation, dans leur animation, dans leur promotion, que l'olympisme trouve toute sa place dans toutes les activités. Ce sera avant les JO avant, Nous allons célébrer le 26 juillet, 26 juillet 2023. C'est là qu'on ouvre officiellement notre site de célébration départementale à Amnéville. Voilà. Et naturellement,
ce site-là sera en relais ensuite avec les communes qui vont voir passer la flamme olympique au mois de juin de l'année prochaine. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Et pour nous, l'objectif, c'est de donner un éclairage très particulier. Et puis, un site qui accueille 6 à 7 millions de visiteurs par an, je crois qu'il mérite très largement d'être un lieu de célébration départementale avec en plus les thermes, le zoo, le snowhall, enfin tout ce qui fait la richesse touristique et la richesse de loisirs et de sport, le Galaxy. Tout à l'heure, si on a un peu de temps sur le programme du département sur Destination Amnéville, parce qu'il y a pas mal d'investissements qui sont en cours. Mais on va avancer un peu. Vous avez parlé beaucoup d'attractivité, on le sait, ça vous tient à cœur. L'attractivité, ce sont aussi les infrastructures, la mobilité. Sur ce sujet, les dossiers ouverts sont nombreux en Moselle. Mais avant de parler de mobilité, je voudrais qu'on parle un peu du Luxembourg, parce que bien sûr, on ne peut pas évoquer les transports sans évoquer la galère que vivent les 120 000 frontaliers qui chaque jour vont travailler au Grand-Duché. D'autant que ces frontaliers sont 120 000 aujourd'hui, mais peut-être 260 000 en 2050. C'est en tout cas la projection d'un think tank luxembourgeois qui prévoit aussi une population de 1 million d'habitants au Luxembourg contre 640 000 aujourd'hui. 1 million d'habitants, c'est justement la population de la Moselle aujourd'hui. Patrick Weiten, est-ce que ce nouveau rapport de force qui se prépare vous effraie un peu? Est-ce que ces prévisions-là vous inquiètent? Moi, je ne parlerai absolument pas de rapport de force. Je parlerai de coopération. Je crois que le territoire de la Moselle ne s'arrête pas à ses limites et à ses frontières. Puisque nous travaillons, j'allais dire nous subissons, mais je vais plutôt dire nous profitons au quotidien de la proximité de la Rhénanie-Palatinat, de la Sarre et du Luxembourg. Dans le marché de l'emploi, dans la dynamique économique, dans la dynamique touristique, de la dynamique culturelle. Et donc, il ne faut surtout pas regarder comme les Parisiens nous regardent en disant c'est un territoire adossé à nos voisins européens. C'est un territoire de plein exercice au Luxembourg et en France. Et moi, je suis intimement convaincu qu'on aura de plus en plus de Luxembourgeois qui vont venir vivre en Moselle, puisque le Luxembourg ne pourra plus accepter toute cette population qui va vouloir soit acquérir la propriété à des coûts qui sont exorbitants, soit vouloir fonder leur famille. Donc ça veut dire qu'il faut que nous ayons une politique qui intègre complètement la proximité de la Sarre, où la question est posée de la même façon, puisqu'on ne pose que la question du Luxembourg. Il y a une grande entreprise qui va s'installer à Heinsdorf, en face de Bouzonville et Sarre-Louis. Je dois rencontrer son PDG qui m'a demandé un rendez-vous parce qu'il nous dit, de toute façon, nous, la main-d'œuvre, on va venir aussi chez vous. Et là, il n'y a pas de frontière, il y a 5 km de distance. Il faut que notre économie en profite. Et il ne faut pas que ce soit que de l'économie résidentielle, mais que ce soit une économie dynamique en direction de l'artisanat, en direction de l'entreprise, en direction de l'industrie. Parce qu'on est vraiment dans cette dimension-là où on a un savoir-faire industriel qui est naturellement reconnu. Et on sait que le Luxembourg ne va plus pouvoir accueillir véritablement de l'industrie. Ben, nos portes sont ouvertes, on a un savoir-faire, on a une histoire, on a une volonté et on a un avenir. Donc toutes ces questions-là, elles se posent dans l'attractivité. Parce que lorsque vous dites 1 million d'habitants au Luxembourg, nous, l'INSEE nous promet 200 000 habitants de moins en Moselle. 800 000, oui. Quand je parlais de rapport de force, c'est un rapport de force démographique, justement. Oui, moi, je ne suis pas dans un rapport de force, je suis dans la compétition. Voilà. Et donc, il faut que la Moselle, déjà, ne perde pas de population et en gagne. Et que je dis toujours, les statistiques, ce n'est pas une fatalité. Et moi, j'adore faire mentir les statistiques. Hein, je l'ai fait dans une commune que je présidais à un moment, où nous avait promis le malheur, et puis on est passé bien au-delà des plus belles démographies que nous avions dans les années 70. Et on est complètement engagé dans cette démarche-là. Et au niveau du Luxembourg, cette question fondamentale est posée. Et ce qu'on en souhaite, c'est que cela ne s'arrête pas uniquement aux frontières ou sur le nord du département, mais que cela déborde très largement. Et se pose la question, et vous l'avez dit, la question de la mobilité qui est posée. Et la réponse qu'il faut trouver, c'est la complémentarité des modes de transport. Il ne faut pas uniquement dire c'est la 31 bis et on réglera tout avec la 31 bis, c'est pas vrai. Mais c'est pas non plus que le ferroviaire. C'est la complémentarité de ces modes de transport. Et la question du ferroviaire est très largement posée. Alors on parle du sillon lorrain. Moi je pense, et je suis intimement convaincu, et c'est la stratégie, que le profit à la fois du dynamisme départemental, puisque je vous rappelle quand même qu'on a une belle entreprise qui est en train de s'installer à Saint-Avold, qui va représenter 500 millions d'euros d'investissement. Ouais. Voilà, et qui va rayonner de façon industrielle. Je vous rappelle qu'on a quelques entreprises qui sont en phase de s'installer d'ici peu de temps et on va avoir de belles annonces. On en a déjà eu. 2019, c'est 1,2 milliard d'euros d'investissement industriel
plus connu depuis les années 60. C'est en Moselle. Et on continue à être une destination industrielle. Et pour nous, c'est important, à la fois dans le développement de la main-d'œuvre, dans la dimension sociale et la dimension d'aménagement du territoire. Et donc, dans ce cadre-là, avec le Luxembourg, avec la Sarre, pour nous, il faut que ça profite à tous les territoires. La Moselle est une, mais elle est diverse. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé une politique territoriale sur le département de la Moselle. Parce que lorsque je m'exprime ici à Metz, je n'ai pas la même expression quand je suis à Saint-Avold ou quand je suis à Sarrebourg. C'est des territoires complètement différents, avec des difficultés complètement différentes, avec des atouts complètement différents. Donc pour nous, c'est qu'on arrive à avoir une action qui profite à tous les territoires. Et on voit à la Moselle-Est, par exemple, il faut absolument qu'on développe la mobilité entre la Moselle-Est, le Nord, et entre le Nord et la Sarre. C'est pour ça que vous souhaitez la réouverture de la ligne Sarrebruck-Luxembourg via Bouzonville, enfin Forbach, Bouzonville, c'est-à-dire que nous, on a la lecture qui est passée des luxembourgeois qui disent qu'il faut faire Sarrebruck-Metz, Metz-Thionville. Oui, parce que le ministre des Transports luxembourgeois vous a répondu effectivement, c'est bien beau votre projet, mais moi je voudrais que ça passe plutôt par Metz. Oui, alors moi je reconnais énormément de qualité à M. Bausch, mais pas celle d'avoir la responsabilité de l'organisation de la mobilité en Moselle ou de territoire français. Ça, c'est de notre responsabilité. Et nous avons aujourd'hui... Parce que ceux qui ne passeront pas par cette ligne-là, ils passeront pour eux par l'Allemagne. Et la Moselle-Est payera un lourd tribut par rapport à cette mobilité qui ne correspond pas à la réalité d'une politique d'aménagement du territoire. Donc pour nous, on a une liaison aujourd'hui qui existe entre Sarrebruck-Forbach et Thionville, qui est une ligne ferroviaire encore utilisée par le fret. Pour le fret, mais pas pour les voyageurs. 2 voies, donc vous imaginez une voie aller, une voie retour. Tous les passages à niveau sont protégés, des gares qui existent encore. Il suffit de mettre des trains sur les rails. Parce qu'à un moment, on me répondait, oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'usagers. Oui, c'est ce que dit le préfet de Moselle. Hein. Voilà, il dit, il n'y a pas d'usagers. Moi, je lui réponds, vous avez raison, monsieur le préfet, c'est parce qu'il n'y a pas de train. Et nous faisons une étude de marché, je produirai le résultat dans 15 jours, 3 semaines à peu près, pour démontrer qu'il y a un vrai marché, il y a un vrai besoin, parce qu'aujourd'hui, le travail frontalier va jusqu'à Sarreguemines, sans avoir véritablement de liaison qui soit adaptée. Résultat, nos routes départementales en traverse des villages, en est-ouest, sont de plus en plus saturées. Je n'arrête pas de construire des giratoires à chaque échange, parce qu'on a des routes qui deviennent de plus en plus dangereuses. Et tout le monde ne va pas, ni sur la 4, qui est payante, ni sur la 31, qui est saturée. Donc pour nous, cette complémentarité des modes de transport et le ferroviaire, alors c'est vrai là, c'est vrai sur Fontoy, de la même façon, des rails existent entre Thionville et Fontoy, et puis nous avons un travail à faire également sur le territoire de Sarreguemines Beach, dans la liaison avec l'Alsace, où la question est posée de la même façon. Donc pour moi, cette mobilité doit répondre à une exigence de la complémentarité de ces modes de transport, et le dernier mode de transport, c'est la mobilité douce, où la Moselle est très en retard, du fait de l'arrivée du vélo électrique, des trottinettes, enfin de ce qui fait le quotidien de nos concitoyens. Il faut également qu'on adapte, et on a lancé un gros programme de plus de 200 km de pistes cyclables. On est prêt à investir 12 millions d'euros aux côtés des collectivités, par un maillage territorial avec des mailles de 15 km. Que les intercommunalités ou les communes puissent... C'est les intercommunalités. Puissent avoir des pistes cyclables entre communes et entre... Oui, alors l'objectif, c'est pas d'avoir des petits bouts en Poitiers, hein, parce que le pire que l'on aurait, c'est une piste cyclable, ensuite qui débouche de nouveau, parce qu'elle n'a pas été conduite jusqu'au bout, sur une route départementale où on a 15 000 véhicules le jour, et on envoie les familles avec des vélos sur des routes où on a des véhicules légers. L'objectif, c'est véritablement d'avoir des itinéraires cyclables. Et c'est ce à quoi nous travaillons. L'Arc mosellan sur Medservice est la première collectivité à s'engager. Je sais que sur le territoire de Beach, ils veulent y aller également. Je sais que sur le territoire entre Metz et Thionville de la même façon. Et là, le département sera un acteur privilégié puisqu'on veut apporter une contribution qui pourra aller jusqu'à 40% d'investissement. Un mot encore sur la mobilité sur la VR52. Il reste encore un petit bout, le contournement de Romba qui n'est pas fait. On y arrivera, on verra un jour l'ensemble de la VR52 opérationnelle, parce que là aussi c'est un serpent de mer. J'apprécie votre optimisme. L'État a décidé de se séparer de ses routes nationales, même jusqu'aux autoroutes. Donc, nous avions réagi au niveau des départements de France et nous avions demandé qu'on soit les premiers sollicités. Ce qu'a fait le gouvernement et l'État, il a sollicité les départements, en disant voilà, on a sur votre département un certain nombre de routes nationales qu'on veut transférer, c'est le dernier transfert maintenant, aux
au territoire, les départements étaient prioritaires pour dire on prend ou on ne prend pas. Donc le département de la Moselle, sur ma proposition, a décidé d'y aller, pas sur l'A31, ce n'est pas notre responsabilité. Par contre, la région y a été, logiquement. Mais la région y a été, ce qui rend encore plus complexe, puisque c'est dans le cadre de la loi 3DS. Et le S veut dire simplification. Ouais. Et en France, quand on décide de simplifier, c'est là qu'il faut commencer à être inquiet. Parce que nous avions auparavant des routes nationales et des routes départementales. Maintenant, en Moselle, nous avons des routes métropolitaines, nous avons des routes communautaires, nous avons des routes régionales. Comment voulez-vous que le citoyen comprenne quelque chose? Et nous, continuons à assumer, on a 4200 km de routes départementales. On considère que c'est une centaine de kilomètres supplémentaires dont on va avoir la responsabilité, y compris la VR52, avec une exigence que nous avons exprimée dès l'origine, relayée par des députés à Paris, puisque j'ai demandé qu'on relaie également, c'est qu'on termine la VR52 avec les crédits de l'État. C'est-à-dire que c'est pas l'objectif, c'est pas de renvoyer le bébé avec l'eau du bain vers les départements en disant débrouillez-vous, sachant que c'est un investissement entre 20 et 30 millions d'euros quand même. L'avantage de terminer la VR52, c'est qu'on donne accès au site d'Amnéville, qui en a bien besoin. Donc on est dans cette démarche, là aussi d'aménagement du territoire, où nous avons décidé de prendre la main, parce que si nous ne le faisions pas, la VR52 ne voyait pas à la fin. C'est la question de la RN4 sur Sarrebourg de la même façon, mais là on est sur une route interrégionale, puisque Sarrebourg va jusque la Haute-Marne, voire au-delà, et là c'est plus une responsabilité régionale, et la région a décidé de s'y engager, et là il y a encore un tronçon qui est relativement important en longueur et en moyens financiers. Ouais. Encore un mot sur la mobilité. Il y a un autre dossier sur lequel d'ailleurs certains dirigeants d'entreprise sont montés un peu au créneau, c'est l'ouverture vers le sud en termes de liaison TGV, où aujourd'hui, voilà, si on veut aller ne serait-ce qu'à Lyon ou encore un peu plus sur Nice, on est obligé de passer soit de Metz ou de Nancy, nous sommes obligés de prendre le TGV jusqu'à Paris, et ensuite, voilà, ce qui peut paraître un peu incongru. Donc certains se sont mobilisés sur le sujet, c'est votre cas aussi. Alors moi, je n'ai pas vu, mais j'ai peut-être pas tout vu vos actions, mais j'ai pas vu le département se mobiliser sur ce chantier-là pour interpeller l'État et la SNCF. Si, on a signé un courrier, on a co-signé avec Métropole, la région, les départements pour demander que cette liaison se fasse de nord-sud. Et le préfet, la préfète de région organise une réunion d'ici quelques jours, la semaine prochaine, je crois, ou dans 15 jours, pour nous mettre autour de la table et avoir une attitude collective de l'ensemble des élus de territoire en disant il nous faut une liaison depuis notre territoire vers le sud. C'est absolument indispensable, sans remonter à Strasbourg ou sans descendre à Paris. Donc pour nous, c'était cette liaison-là qui est absolument indispensable dans une grande politique d'aménagement du territoire, et c'est pour cette raison-là que le préfet, à la demande du ministre des Transports, nous réunit pour savoir quelle est notre attitude et notre comportement. D'accord. Vous avez évoqué Amnéville. Voilà, on peut y revenir 2 minutes. On voit bien que c'est au cœur de vos propos sur quelques sujets. Donc le département a repris la main sur Destination Amnéville. Est-ce que vous pouvez un peu nous réexpliquer un peu quelle est l'ambition du département et quels sont les grands projets qui sont lancés? Alors Amnéville, il faut faire un peu d'histoire. C'est l'imagination d'un élu qui était Jean Kieffer. L'ambition était de créer un site touristique sur un ancien crassier sidérurgique. À l'époque, on considérait qu'il était un peu fou, et il a réalisé des opérations les unes après les autres, de façon très importante, et il a fait le site que l'on connaît aujourd'hui, avec des opérations très particulières, le zoo, imaginez les termes, à ces endroits-là, mais pas que, grande salle, certains faisaient le Zénith, lui a fait le Galaxy, donc comprenez le symbole et la provocation, qui était sa manière de faire à cette époque-là. Et donc, on était sur un site qui méritait une réorganisation à la fois administrative, technique et financière, puisque c'est plus de 30 ans d'activité où il ne s'occupait pas trop de la maintenance des équipements qu'il avait réalisés, lui regardait devant et pas derrière. Voilà. Et les modes opératoires étaient très différents. Une association, une société d'économie mixte, une régie. Donc c'était des modes opératoires très différents. Et puis on ne voyait pas toujours de quelle façon les choses se faisaient. Il y a un moment, il y a eu une alerte des responsables nationaux en disant il faut peut-être mettre de l'ordre là-dedans, parce que ça devenait un peu compliqué. Et puis il y a eu des difficultés sur certaines opérations où il a fallu réagir parce que les investissements n'avaient pas été faits, les termes par exemple. Le Snowhall, c'était compliqué de rendre opérationnel. Le zoo qui connaissait de grandes difficultés. Donc
le maire d'Amnéville a pris le dossier à bras-le-corps, ça s'est remonté les manches, et puis ensuite il a frappé aux portes. Et il est venu frapper à ma porte et il dit non, on ne peut pas laisser un site avec 6 millions de visiteurs, un site qui rayonne très largement, un site de loisirs majeur sur l'ensemble du territoire et de la grande région européenne. Et donc le département a répondu immédiatement présent. On a amené derrière nous, parce que là je l'ai fait avec à la fois Philippe Richer et ensuite avec Jean Rotner, on a amené la région et l'État a suivi les initiatives qui ont été prises. On a créé une société publique locale, donc c'est une société comme une société privée, mais qu'avec des capitaux publics, qui a réuni la région, le département de la Moselle, les communes de Rombat, Agaudange, Amnéville et les intercommunalités. Et donc cette SPL a eu pour charge de réaménager complètement le territoire. Une des conséquences, les grandes lignes électriques ont été mises en souterrain, ont disparu du paysage, qui a complètement changé. On a réaménagé l'espace, et puis il y a des espaces qui sont ouverts à l'urbanisation. Parce qu'on a des questions d'hôtellerie aujourd'hui qui sont posées, où on n'a pas tout à fait la réponse qu'il faudrait attendre. Et puis on a capacité à mettre de l'habitat. Il manque de l'habitat sur le site également. L'habitat locatif, l'habitat adapté, l'habitat des jeunes. Donc il y a également ce travail qui est engagé. On a confié à la Société d'économie mixte, le département également, au capital, la Sodevam, le soin de conduire ces opérations. Et puis, on s'est rapproché des partenaires. Alors, la SPL avait la responsabilité d'une concession d'exploitation des thermes, par exemple, qui était en dépôt de bilan, et on a trouvé à Rénindour, qui exploite les thermes de Dax, par exemple. Le zoo d'Amnéville a changé de propriétaire, et naturellement, nous étions aux côtés, nous sommes aux côtés dans une politique d'animation dynamique. C'est Luminiscence cette année, qui a rencontré un succès extraordinaire. Il y a une imagination, il y a une vraie volonté, il y a une compétence qui pour nous est importante. C'est le Snow Hall où on a eu un premier opérateur qui a montré ses limites, malheureusement. En plus, on a traversé la Covid à ce moment-là, et puis on a eu le plus grand opérateur mondial des Snow Hall qui est venu, un Hollandais, qui est là et qui a beaucoup investi et qui rencontre un succès. C'est 30 équipes nationales de ski qui sont venues s'entraîner ici à Amnéville. Donc, Snow Hall, c'est peut-être un peu l'épine dans le pied aussi, parce que on sait que c'est aussi décrié. Là il faut essayer de voir comment on peut produire une énergie différente. Voilà, exactement, parce que c'est la production d'énergie verte qui pose des problèmes. Voilà. Donc là, on est en train d'y réfléchir avec l'opérateur. Ensuite, c'est le casino qui fonctionne bien et sur lequel on est à leur côté. Puis c'est le Galaxy. Une salle où il n'y a pas eu un euro d'investi dans la maintenance depuis 30 ans, enfin depuis son origine. Donc vous imaginez l'état de la salle. À tout point de vue, une salle qui peut accueillir 6 à 7 000 visiteurs, spectateurs, spectacle culturel, même jusqu'à 10 000 debout, mais aussi c'est 6 à 7 000 en spectacle sportif. Sport à l'intérieur, sachant qu'il n'y a pas de salle de cette dimension-là entre Lille et Lyon. Voilà. Et donc le département, alors c'était une salle qui était en dépôt de bilan, il faut faire plus de 20 millions d'euros d'investissement, et ça pouvait se faire qu'à l'échelle départementale, voire régionale. Et c'est la raison pour laquelle on est en train d'aboutir à l'acquisition à l'euro symbolique de cette salle, l'acquisition par le département, donc on va devenir propriétaire. La SPL a recapitalisé complètement avec l'ensemble des partenaires, y compris la région qui a apporté sa contribution. Et puis, on a un lieu qui va pouvoir accueillir. Alors aujourd'hui, il est géré par une société privée qui est Fimalac, qui a des grands opérateurs de spectacles sportifs et culturels qui assument le fonctionnement, l'exploitation et l'animation de ce lieu, avec une 50aine de dates tous les ans. C'est quand même impressionnant. Les grands tourneurs de spectacles viennent à Amnéville et l'objectif, c'est d'avoir une dizaine de spectacles sportifs parce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui qui n'est pas satisfaite. Et lorsque vous regardez la carte de France des sites Paris 2024 entre Lille et Lyon, il n'y a rien. Parce qu'on n'a pas un lieu qui est capable d'accueillir ces événements sportifs de cette dimension. Lille, c'est le handball. Voilà. Lille, c'est le stade couvert où il y aura du handball. Les tours préliminaires. C'est ça, les tours préliminaires. Nous, malheureusement, nous n'aurons pas. Alors que là, on va s'équiper d'une salle, se doter d'une salle qui pourra accueillir des grands spectacles sportifs. Et pour nous, c'est important. Les spectacles à 6 000 à 7 000 places assises,
confortablement assises avec des locaux annexes pour faire également du VIP. Donc le département s'est engagé. Le Moselle Open aussi. Ça fait partie des objectifs que nous avons, naturellement, puisque là, aux arènes, le Moselle Open commence à être coincé. Il a d'autres opérateurs aujourd'hui. Il a un tour de table financier qui est différent. C'est pas un scoop. Joe Wilfried Tsonga est propriétaire en majorité du Moselle Open, il veut absolument le développer. Voilà. Et donc, pour nous, c'est un élément important, parce qu'on est, rappelons quand même, que la dernière compétition de Moselle Open, on a accueilli le numéro 1 mondial. Quoi. Voilà. Qui l'aurait imaginé? Et on a des contacts sur la nouvelle programmation 2023 avec quelques têtes de série qui viendront également en Moselle et qui sont très intéressés par le site d'Amnéville pour investir également. Son gars est intéressé pour investir sur le site d'Amnéville. Donc, pour nous, Amnéville sur le Galaxy ou sur... Non, il investira en périphérie du Galaxy. Le Galaxy reste la propriété du département et nous le gérerons complètement. Et on l'a confié à Fimana qui le gère pour nous. Mais là, on a un espace de dimension, là aussi, au moins européenne. Et cela donne une résonance à notre département. Juste pour finir sur le Moselle Open et Amnéville, la première édition, en théorie, si tout se passe bien, à Amnéville, ça serait laquelle? De Moselle Open, ouais. La décision n'est pas prise définitivement encore, on a encore de gros investissements à faire, mais on estime 2025. 2025. Oui, il faut le temps des travaux, mais ça devrait être 2025 à un autre niveau. Et là, on sera également sur des grands canaux et des gros couloirs de compétitions sportives qui pourront s'organiser là. Alors, il nous manque d'équipement. Aujourd'hui, on a organisé le tournoi de France de volley-ball avec 6 équipes. Le Canada, la Belgique, la Hollande, le Japon. On l'a fait au Parc des Expositions avec des installations très éphémères. Voilà, avec tout ce que ça peut représenter. Donc on est identifié et reconnu par la Fédération française de volley. C'est vrai sur l'handball, c'est vrai sur d'autres fédérations où on est prêt à accueillir ces équipements-là. Et ça donne aussi du rayonnement, et pour nous, c'est indispensable. J'ai rencontré les responsables du Luxembourg et de la SAR en matière de sport, qui nous disent, nous, on est prêts à vous accompagner dans cette démarche-là, parce qu'il y a une salle à Trèves, mais qui est dans le même état qu'était le Galaxy à l'époque, quoi. Donc, on est vraiment dans cette dimension d'une salle qui peut accueillir des événements venus de toute la grande région européenne. Sur tous ces dossiers, vous avez évoqué l'appui ou l'accompagnement de la région. Voilà, ça se passe bien maintenant avec la région, vous le départementaliste, j'allais dire. Les relations sont bonnes, les collaborations entre les deux collectivités. Les relations avec la région ont toujours été très bonnes. Elles l'ont été lorsque j'étais le premier vice-président fondateur de la région en 2015-2016 avec Philippe Richer, puisque je conduisais la liste en Moselle. J'y suis pas resté longtemps parce que malheureusement Anne nous a quittés, vous l'avez dit, donc je suis rentré à l'Assemblée nationale puisque je m'y étais engagé. J'ai pas réfléchi longtemps puisque j'ai l'habitude de tenir mes engagements, en plus moraux face à une grande dame. Et donc les relations sont très bonnes. Bon, après, Philippe Richer et Jean Rotner, à mon avis, se sont essoufflés, se sont épuisés puisqu'ils souhaitaient faire de la proximité. On ne fait pas de la proximité dans une région aussi grande. C'est assez compliqué. Vous pensez que c'est ça la principale raison pour le départ de Jean Rotner en décembre dernier? Moi, je peux vous dire que Philippe Richer, oui, c'est sa santé là, oui, pour Philippe Richer. Qui avait des problèmes et il n'y arrivait plus. Et je pense que Jean Rotner, de la même façon, vous savez, quand vous êtes parti de votre domicile du lundi au samedi au vendredi et que vous sillonnez toute la Moselle, toute la grande région et que vous êtes un jour à Strasbourg, le lendemain à Saint-Dizier, que vous montez à Sedan et vous terminez à Mulhouse, ça va un moment, quoi. Hein. Donc, je pense qu'il s'est épuisé aussi, pour toutes les raisons. Et puis bon, c'est une charge qui est très lourde, hein, la région. Et donc, nous avons d'excellentes relations. Ils sont partenaires sur Amnéville. On a obtenu la 6e destination touristique de la région, ce que nous n'avions pas. Nous l'avons obtenu. Jean Rotner nous l'a accordé juste avant qu'il quitte la région. Avec Franck, le président de la région aujourd'hui, c'est un ami, hein, puisqu'il était dans mon groupe, hein, il était adhérent de l'UDI, j'étais président du groupe UDI à l'Assemblée régionale, et donc il était à mes côtés, il était un des vice-présidents, il était le 15e vice-président, maire d'Épernay, donc c'est pour ça qu'il est suffisamment
solide pour maintenir l'unité de la région face aux volontés il a quand même fédéré autour de lui la majorité régionale, donc qui s'est rassemblée, même si c'est pas son groupe qui est majoritaire, enfin une majorité relative. Il a su le faire, je suis convaincu qu'il le fera bien, il est présent, il sera d'ailleurs présent à Metz-Handball au prochain match, il sera là, moi je crois beaucoup à sa capacité à pouvoir agir. Il était à Metz la semaine dernière à l'occasion des métiers, du Forum des métiers. Donc c'est quelqu'un qui est présent, qui connaît bien le territoire, puisqu'il s'est déjà déplacé dans ses fonctions précédentes. Et puis il connaît la Moselle et son président. Voilà. Et donc je vais en faire également un Mosellan. Voilà. Puisque nous sommes des régionaux convaincus, donc il va devenir un Mosellan affirmé. Donc c'est un régional convaincu, donc vous souhaitez le maintien de la région Grand Est dans ce périmètre actuel? Écoutez, vous savez, dans la période que nous vivons, dans cette agitation permanente dans les collectivités territoriales, regardez toutes les décisions qui se sont succédées et qui ont complètement détruit toute la capacité de pouvoir connaître comment fonctionne notre institution. On a fait de grandes régions qui ne correspondent à rien du tout, surtout pas aux habitudes de vie de nos concitoyens. Champagne-Ardenne est tournée vers Paris, l'Alsace est tournée vers l'Allemagne, et nous on est au milieu. Voilà, on est à la fois adossé à la Sarre et au Luxembourg. On a complètement déstructuré les cantons en général, cantons qui étaient quand même... Le canton, c'était le fils de la République et surtout de la Révolution. On était à 51 cantons, on n'en a plus que 27. Et on pensait faire des économies. Le seul problème, c'est qu'on a 54 conseillers départementaux. Auparavant, on avait 51 conseillers généraux. Donc on a complètement déstructuré. Ensuite, les compétences, on les a complètement réorganisées. Nous n'avons plus l'économie. J'ai plus le droit de parler aux chefs d'entreprise. Rassurez-vous, je ne me retiens pas. Vous avez trouvé, voilà... Non, mais je ne me retiens pas. En plus, les agences d'attractivité, l'agence d'attractivité qui vous permet de faire. L'agence d'attractivité, on a mis 2 ans pour la mettre en route. Hein. Mais là aussi, c'était l'obstination, puisque j'ai été traduit devant le tribunal administratif par le ministre à l'époque des collectivités territoriales. Voilà, monsieur... Non, je ne vais pas donner son nom. Oui, monsieur Bellet. Voilà, c'était un grand ami quand j'étais à l'Assemblée nationale. On a passé des moments... assez agité. Et on a complètement déstructuré, avec tout ce que cela peut représenter. Et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est que nos concitoyens ne comprennent plus rien. Regardez les taux de participation à nos élections, c'est parce qu'aujourd'hui, la proximité n'existe plus. Et pour nous, je crois qu'il faut revenir à ces valeurs de la proximité. Moi, je crois, enfin, j'espère, j'appelle de tous mes voeux un acte 3 de la décentralisation. Un État plus fort, un État déconcentré plus fort, c'est-à-dire que l'ensemble des services déconcentrés sur un territoire doit être sous la responsabilité du préfet. Alors qu'aujourd'hui, on a des agences, l'agence régionale de santé, et on a des agences comme ça que le préfet ne maîtrise pas. Et nous avons besoin d'un pays décentralisé, où les pouvoirs sont détenus par les élus locaux. Alors est-ce que ça peut passer par la mise en place du statut du conseiller territorial, c'est-à-dire un élu qui soit à la fois au département et à la région, comme ça avait été évoqué par Nicolas, voté d'ailleurs par Nicolas Sarkozy, président de la République, et abrogé par François Hollande. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Moi, j'y ai beaucoup cru, mais il faut que ça se fasse dans un sens. C'est-à-dire que vous avez 2 solutions. Soit ça se fait de façon montante ou de façon descendante. Et ça change. Si ça se fait de façon descendante, c'est-à-dire que c'est le conseiller régional qui gère les départements. Les départements deviennent des filiales de la région. Donc vous n'inviterez plus ici le président des départements, vous inviterez le président de la région, qui vous parlera des départements, avec tout ce que ça représente comme particularité. Alors que si vous le faites dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est des conseillers départementaux qui siègent ensuite à la région. Et à ce moment-là, c'est le département qui structure la région. Et c'est depuis la proximité qu'on a une politique d'aménagement du territoire régional. Et je pense que c'est dans ce sens-là que cela doit se faire, parce que sinon on va avoir... Et il faut que ce soit une élection territoriale, et pas une élection à la proportionnelle. Parce que sinon c'est le pouvoir politique qui reprend sur le pouvoir de l'action de la proximité. Donc j'y crois, oui, mais dans un sens et pas dans l'autre. Parce que sinon c'est la disparition des départements. Imaginez que la Moselle disparaît.
C'est notre histoire qui disparaît. C'est notre droit local qui disparaît. Et nous devons marquer notre attachement au droit local, ce qui est absolument indispensable. Et nous sommes deux, l'Alsace et la Moselle. C'est-à-dire que vous parlez aux autres, soit ils ne le savent pas, soit ils nous regardent avec beaucoup d'attention parce qu'ils considèrent que c'est véritablement le droit qui est plus favorable. On pense au droit social, on pense au droit de l'entreprise, on pense au droit des biens immobiliers, on pense au droit de l'association. On a une structure qu'il faudrait reproduire à l'échelle nationale et surtout pas réduire à l'échelle territoriale. Donc oui, moi je crois à ces conseillers départementaux, conseillers territoriaux. Maintenant, je ne sais pas quel est le chemin qu'on va prendre. Le président Macron a organisé une réunion avec les présidents des fédérations territoriales de France, donc les départements de France, les villes de France, les régions de France, les intercommunalités de France. C'était nombreux. Hein, parce vous en étiez? Non, c'était le président, c'était les présidents seuls qui étaient. Bah, vous êtes Moi, j'y avais déjà été à 2-3 reprises à l'Élysée et j'avais accompagné à la fois François Sauvadet et les précédents départements de France. Et là, ils ne souhaitaient recevoir que les présidents, même pas un vice-président qui pouvait représenter. Il y a déjà eu 2 réunions et donc il y a un travail qui est fait aujourd'hui. Je me méfie. Vous avez évoqué le contexte national qui est très particulier actuellement. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le 2e jour de manifestation des opposants à la réforme des retraites. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe un peu dans le pays aujourd'hui, la gronde que l'on sent monter, cette fronde? Ou est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le ressentez en tant qu'élu local ou pas? Ah ben, on le ressent et puis ça nous rend énormément inquiets. Parce qu'aujourd'hui, le peuple n'a plus confiance. Je crois que pour moi, c'est le principal drame et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'aujourd'hui, le peuple n'a plus confiance ni en l'État, ni aux institutions de la nation, et donc des élus. Et nous pouvons dire ce que nous voulons, de toute façon, on ne nous fait pas confiance et on remet en cause ce que nous disons. Je vous donne un seul exemple que j'ai vécu hier. J'ai été signé une convention qui est vraiment du très local, mais voir l'état d'esprit. J'ai été signé hier une convention avec le maire de Cattenom pour reconstruire le collège de Cattenom. 17 millions d'euros d'investissement. Et donc, en même temps, il construit son gymnase, et donc on a un projet global. Et j'avais réuni les parents d'élèves, les élèves, les enseignants et le maire, aux côtés de la principale du collège, et je leur dis, voilà, on a signé une convention, le chantier est engagé. Alors, il me dit, ben, vous commencez quand le chantier? Je leur ai dit, 1 an et demi, 2 ans. Oui, ça c'est encore des promesses qu'on nous fait. Ils n'y croient plus, les gens. Ils n'y croient plus. Et c'est le gros problème aujourd'hui de notre société, c'est qu'on ne croit plus en l'élu. On ne fait plus confiance à la parole publique. Et je pense, le seul problème, c'est qu'il y a une méconnaissance totale du fonctionnement de nos institutions. C'est ça le drame aussi. Et on essaie de trouver d'autres modes de représentation. La démocratie est quand même la plus belle représentation de nos territoires. Je pense par exemple aux départements. Moi, j'ai des conseillers départementaux sur leur canton. Rassurez-vous, ils défendent leur canton. Ils défendent d'abord leur commune, ils défendent ensuite leur canton, et puis ensuite c'est la Moselle. Et cet ancrage territorial est indispensable. Donc oui, moi je suis inquiet, parce qu'on sent véritablement monter une situation de crise, d'opposition, de colère. On l'a vu encore dans les Deux-Sèvres, hein, quand on voit ce qu'on nous montre dans les Deux-Sèvres, alors qu'on est dans quelque chose qui fonctionne dans l'agriculture depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on essaye de se faire des réserves quand il y a de l'eau pour l'utiliser quand il n'y en a plus. Parce que si on ne fait pas ça, ben l'agriculture est foutue, quoi. Voilà, c'est clair. Ça veut dire qu'on ne sait plus nourrir la planète. On ne sait plus nourrir nos populations. Et on laisse ces 20 000 personnes se comporter comme ils se comportent au mépris même de la vie. Moi, je ne comprends plus notre pays. Il faut revenir aux valeurs républicaines. Je crois que il faut y revenir, je vais dire avec force. Parce que je pense qu'il faut qu'on retrouve les valeurs simples du bien vivre ensemble, de la liberté d'agir, de la liberté d'expression, de l'égalité, je parlerai plus d'équité d'action sur les territoires, quels qu'ils soient, et puis ensuite de fraternité. Enfin, on n'est plus dans un pays fraternel. Et il n'y a pas une semaine qui se passe sans savoir si on va réussir à arriver à Metz, si on va pouvoir se déplacer, si on va pouvoir prendre le train, si quand on est à Paris, on va pouvoir revenir. Mais quel est ce pays, quoi? Enfin, moi, personnellement, je ne me reconnais plus.
Voilà, et quelles sont les valeurs qu'on transmet à ceux qui vont nous succéder. Parce qu'on en est responsable. Et moi, je ne souhaiterais pas qu'un jour mes petits-enfants me disent « mais tu as laissé faire tout ça ?» Parce que c'est ça le problème. Et il est fondamental, ce problème-là. Et nous devons prendre conscience. Et nous devons le faire avec responsabilité et courage. Parce que, regardez, il y a 900 maires qui ont démissionné de leurs fonctions en France 2 ans après les élections municipales. 900 maires. On ne respecte même plus le maire, qui est le copain d'hier et qui est l'ennemi d'aujourd'hui. Même entre familles, le frère d'un maire cogne un maire parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il fallait. Attendez, le maire donne du temps. Vous savez, il ne le fait pas par le goût de l'argent. Ou alors il ne comprend rien à la monnaie. Il s'investit totalement. Et puis dans une commune, vous savez qui est le maire, parce que généralement quand ça ne va pas, on dit quoi? Mais qu'a fait le maire? Vous savez, moi j'ai eu 15 ans, et je peux vous en raconter. Et il est maire 24 heures sur 24. Et la famille est embringuée dans la vie d'élu local. Mais il faut préserver cet élu local. Le seul problème, c'est que quand un maire souffre à un moment ou à un autre d'une agression, quand je vois les peines qui sont prononcées, on leur tire à peu près les oreilles et on leur dit qu'il ne faut surtout pas recommencer. Attendez, le maire symbolise la République. Et on ne respecte plus et on ne protège plus la République. Et c'est là où je ne m'y retrouve plus. Alors après qu'il y ait des débats, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des expressions publiques quant à un texte comme celui de la retraite, c'est normal, alors, parce qu'on change les choses, je le comprends. Voilà, vous avez été député, si vous, on va faire un peu de politique fiction, si vous étiez encore au moment des débats à l'Assemblée nationale, est-ce que vous auriez voté la motion de censure? À la motion de censure, non. Non, j'imagine. Et est-ce que vous auriez... Non. Attendez, la motion de censure, la motion de censure n'est pas attachée à la retraite. La motion de censure était de renverser le gouvernement. C'est pas la même chose. Et quand je vois ceux qui ont porté cette motion de censure, ils ont fait partie de mon groupe. Ce sont des centristes. Là, je comprends Charles pas. de Courson. Charles de Courson. Oui, et puis le député de la Meuse. C'est pas cher. Oui, pas cher. Là, je ne comprends pas. Donc, moi, la motion de censure, je ne l'aurais pas votée. Parce que je pense qu'on est dans un pays, vous imaginez, on renverse le gouvernement, on retourne à des législatives. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier sondage qui nous est sorti. En 1, le Front National, en 2, la NUPS. Moi, je ne veux pas vivre dans un pays comme ça. Alors certes, il y a des erreurs qui ont été commises par le gouvernement, que je pense que la loi aurait pu être présentée, étudiée, réfléchie différemment. Maintenant, on se pose la question, effectivement, d'un problème de solidarité intergénérationnelle. Parce que la retraite, c'est ça. La retraite par répartition, pas la retraite par capitalisation. Il faut qu'une génération paye pour la génération qui nous a précédés. Comme nos suivants, nous payerons pour notre retraite. C'est vrai dans toutes les politiques de solidarité nationale. Je prends les personnes âgées dépendantes. Qui paye ce service? Et la question fondamentale est posée. Est-ce que c'est l'usager ou le contribuable? C'est exactement la même question qui est posée. La répartition ou la capitalisation? Qui paye? Et nous, on a ce débat-là. Nous, c'est au département de la Moselle, personnes âgées, c'est 120 millions d'euros de contribution. Je rencontre les présidents, les directeurs et présidents de tous les EHPAD de Moselle ce soir. Le politique du grand âge n'est plus assumé, parce qu'on n'a plus, on n'a plus le courage d'assumer une responsabilité et on est au-devant de graves problèmes. Et pour la retraite, c'est exactement la même question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que, lorsque nous, et moi j'en suis pas trop loin, alors, mais je suis pas encore en retraite, je suis pas encore parti, mais pour ceux qui vont nous succéder, quelle va être leur retraite? Et si on veut protéger ce mode français qui est celui de la répartition, ben, il faut qu'on fasse des efforts, voilà, ou des efforts financiers, ou des efforts en matière de temps. Je crois que c'est important. Pour moi, et je le dis très honnêtement, les 35 heures et la retraite à 60 ans, ce sont 2 décisions qui ont eu énormément de problèmes, à la fois sur le travail, à la fois sur l'économie, mais à la fois sur le bien vivre ensemble. Voilà. C'est-à-dire qu'on a coupé à un moment la chaîne de solidarité intergénérationnelle entre les plus jeunes et les plus âgés. Et on essaye de la rétablir et on voit ce que ça donne. Et lorsqu'on regarde dans tous les autres domaines et qu'on pose la question, mais Président, vous devriez faire plus, vous devriez donner plus, vous devriez payer plus. Je dis, mais qui paye? L'usager
ou le contribuable? Le contribuable qui a 30, 40 ans, qui n'est pas concerné par un membre de sa famille qui est en EHPAD, il dit, moi je ne vais pas payer pour l'EHPAD. C'est à celui qui va rentrer dans l'EHPAD. Mais celui qui rentre dans l'EHPAD, si on lui demande d'assumer la charge totale, il n'a pas les moyens de le faire. Donc c'est toute cette question de la chaîne de solidarité républicaine qui aujourd'hui se pose avec la question de la retraite. Donc moi je suis bien embêté pour dire, parce que je ne connais pas les textes précisément, mais je pense qu'il fallait qu'il y ait, qu'on refonde la façon d'aborder la solidarité intergénérationnelle, je pense qu'elle est indispensable, et la retraite fait partie de cela, mais on n'a pas eu ce grand débat-là. Maintenant, cette motion de censure, non, moi je ne veux pas qu'on renverse un gouvernement avec ce qui peut nous attendre. J'ai toujours combattu les extrêmes, et vous le savez, à chaque élection, j'étais au front, et, quoi qu'il m'en coûte, mais j'y étais, et je ne regrette pas de l'avoir été, et je continuerai à l'être. Il n'y a pas un élu des extrêmes qui est rentré au conseil départemental. Alors que nous avions aux dernières élections, pas celles-là, avant, sur 51 cantons, on avait 26 cantons où on avait le Front National au deuxième tour. Alors juste pour terminer, une dernière question, après on passera... Non, on n'a pas été trop long, parfait, Président. Après on passera la parole à la salle. On termine sur une question politique, j'avais commencé aussi par ça, c'est votre appartenance ou non à un parti politique. Toujours pas de carte d'adhérent à un mouvement quel qu'il soit? Oui, écoutez, si vous arrivez à me décrire ce qui se passe actuellement dans les partis politiques, moi je suis preneur. Moi j'étais président de l'UDI Moselle, président fondateur. C'est Jean-Louis Borloo à l'époque, qui était venu frapper à ma porte, et on avait, parce que je fais partie des membres fondateurs de l'UDI, membre national fondateur, on était à 27 à cette époque-là, et j'ai encore regardé les images il y a peu de temps, et parce que j'avais suivi Jean-Louis Borloo, qui est un homme exceptionnel. On a vu ce qu'il a fait à Valenciennes, on a vu ce qu'il a fait dans les ministères qu'il a assumés. C'est un centriste, c'est un Européen convaincu, enfin c'est toutes ces valeurs que je reconnais. Moi je me situe bien à l'extrême centre. Qui est à l'extrême centre. Et Horizon, parce qu'on parle beaucoup d'Horizon, avec le maire de Thionville qui pousse beaucoup. Est-ce que la piste Édouard Philippe peut vous séduire? J'ai côtoyé beaucoup Édouard Philippe quand j'étais à l'Assemblée nationale. Je l'ai rencontré souvent lorsqu'il était Premier ministre. Il m'a reçu au Havre, à un moment ou à un autre. Je l'ai reçu au département de la Moselle quand il était Premier ministre. C'est un homme de grande qualité qui a démontré sa capacité à gérer une collectivité, à gérer un pays, à gérer une crise. Parce que durant la Covid, c'est quand même lui qui était au front, qu'on voyait tous les soirs à la télé, avec tout ce que ça pouvait représenter. Il ne nous annonçait pas toujours des nouvelles agréables. Donc pour moi, c'est un homme remarquable. Maintenant, s'engager dans un parti politique, je me pose des questions. Parce que entre Renaissance et les autres partis, là, j'ai un peu du mal à me retrouver. Donc moi, je suis aujourd'hui indépendant. J'anime le groupe des indépendants de Moselle au conseil départemental, qui est le groupe majorité absolue du département. 32 élus sur 54 sont des élus indépendants de Moselle. Donc, voilà, ça a quand même une certaine valeur. Et la première des valeurs, c'est la proximité. Voilà. Ce qui, aujourd'hui, m'encourage à regarder avec beaucoup d'attention ce qui se passe autour de moi. Moi, je combattrai avec toute la force et l'énergie qui me caractérise encore un peu à mon âge, les extrêmes, quels qu'ils soient de droite ou de gauche. Parce que lorsqu'on montre les images que l'on montre de l'Assemblée nationale, on ne peut pas rester inactif. Voilà. Donc j'utiliserai tous les moyens à ma disposition, y compris ceux peut-être de m'engager dans un parti politique à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, je ne trouve pas dans l'éventail panoplie des partis politiques l'offre qui peut m'engager à suivre ou à accompagner une démarche. Mais je reste naturellement très attentif et j'ai une farouche volonté de pouvoir servir la proximité et servir nos concitoyens. Merci Patrick Weyton. La parole à la salle. Donc des micros sont à votre disposition. Oula. N'hésitez pas, ce sont les caméras qui vous... Eh ben. Non. Ouais. Si. André, si le micro arrive, je ne savais pas que tu étais volontaire pour... Voilà, on a une question au fond. Et ensuite, Bastien, on aura André Bousser pour l'Union d'entreprises de Moselle qui aura aussi une question. Je vous en prie. Bonjour, Dominique Le Sardo, vice-président à l'Union des entreprises de Moselle.
Merci pour toutes ces informations très riches. Ma particularité, c'est que je parle souvent de cybersécurité, on n'en a pas parlé. Et j'aimerais bien qu'on en parle et voir un peu sur le territoire ce que l'on pourrait faire ensemble. J'ai lancé une association en novembre dernier qui s'appelle VigiCyber, avec l'ambition de réunir tous les professionnels et les tierces parties pour pouvoir construire une offre autour de la cybersécurité. L'actualité est brûlante. D'ailleurs, on parlait d'Assemblée nationale et on sait ce qui s'est passé hier. Donc, le but étant de pouvoir réunir toutes ces personnes et de donner envie aux jeunes de se former sur le territoire pour rester sur le territoire. Qu'est-ce que le département pourrait faire dans ce sens? Je comprends que l'université est gérée par la région, mais je pense que par l'État, pardon. Et je pense que au niveau des lycées, justement, on pourrait déjà démarrer quelque chose, voire même au collège, la sensibilisation, dans le but de pouvoir, je dirais, donner un territoire attractif dans ce domaine. Merci. Donc la question notamment de la fracture numérique aussi, c'est un peu ça, et de l'éducation peut-être au numérique des jeunes générations. Alors, on mesure et on perçoit aujourd'hui que la question de la cybersécurité est très largement posée. On commence à l'aborder. Mais c'est la question du numérique, c'est la question de la maîtrise de toute cette économie numérique sous toutes ses formes, la gestion de la ressource. Ce sont toutes ces questions qui se posent. Elles ont commencé, vous l'avez dit, et elles sont passées par la mise en œuvre des moyens numériques. Le département a été un des pionniers, je dis ça devant mesdames les directrices régionales, puisque on a été pionnier dans cette démarche, on a fait partie des 3 premiers départements à être totalement fibrés en Moselle, et on a confié la gestion à Orange, et aujourd'hui on a les 4 principaux opérateurs qui sont sur tous les réseaux. C'est-à-dire que moi j'ai une petite commune de 7 habitants dans le Saulnois, qui a le même niveau de service, 4 opérateurs les plus gros que Place de la République à Paris. Parce que c'est une collectivité publique qui a complètement investi 140 millions d'euros dans l'infrastructure. Donc, première chose, nos collèges, nos 90 collèges, sont équipés d'une installation numérique dans tous les collèges au même niveau. Et chaque collégien peut aborder ensuite le numérique. C'est vrai à la région aussi, de façon différente, mais c'est vrai aussi. Donc aujourd'hui, cette cybersécurité nous questionne tous. Parce que au quotidien, on est au front. Au quotidien, on est exposé. Et donc, personnellement, je pense qu'il doit y avoir une démarche nationale. C'est-à-dire que lorsqu'un territoire est attaqué, il faut qu'il se défende. Et la défense, elle doit être nationale. Alors, elle peut être aussi, ou se décliner de façon régionale, mais moi, je n'ai pas eu une seule fois une information de l'État ou du préfet disant « Maintenant, il faut qu'on se protège, on va mettre en place une défense territoriale. » Et je suis prêt à me mobiliser. Mais le problème, c'est que à la place qui est la mienne dans cette organisation territoriale, je n'en ai pas les moyens, nous n'en avons pas les compétences, on va être très clair. Et donc, il faut véritablement qu'on travaille à d'autres dimensions. Mais vous avez raison, c'est aujourd'hui une question qui me préoccupe beaucoup. Alors, quand on voit qu'il rentre même à l'Assemblée nationale, alors que ça doit être quand même un lieu qui doit être largement protégé, ce qui n'est pas le cas, moi, ça me questionne. Et on a été sollicité par quelques collectivités territoriales, locales, qui veulent mettre en place certains moyens. Je pense que ça doit se faire à un tout autre niveau, et on est vraiment à un niveau national, voire européen, mais au moins national. Et naturellement, nous adhérons à cette démarche, et j'avais prévu d'en parler à un prochain entretien que j'aurai avec la préfète de région et le préfet de département, parce que je pense que c'est indispensable. Vous parlez de l'université, le département de la Moselle finance l'université. On est le seul département de Lorraine à financer l'université. Mais nous le faisons aux côtés des communes, de la métropole et de la région. Et pour nous, c'est absolument indispensable. Voilà, donc cybersécurité, oui, grande inquiétude, oui, et je pense qu'on n'est qu'au début des agressions. Parce que là, c'est véritablement de l'agression, et je pense qu'on y est exposé sans arrêt, à un moment ou à un autre. Mais je pense qu'on a produit là, on a enfanté un monstre
dont on ne mesure pas aussi aujourd'hui quelles sont les réactions et le mal qu'il peut faire, ou le bien. Mais on voit aussi que le numérique a ses limites, et aujourd'hui, si notre société est aussi délitée, c'est que les réseaux n'ont rien de sociaux. Parce que presque ça nous interdit de nous parler. Assister à une réunion, n'importe laquelle, sur 15 personnes, vous en avez 5 qui n'écoutent pas, vous en avez 3 qui ne comprennent rien, et les autres sont sur le téléphone. Bon, j'espère que et ils ne sont jamais à la bonne réunion. Vous devez le vivre partout. C'est ça le numérique. C'est ça le numérique. Donc moi, pour moi, c'est un outil. Ah, vous savez, regardez un peu autour de vous quand vous êtes à une réunion, vous verrez, on n'est jamais à la bonne réunion. On est toujours à celle qui va passer ou qui est arrivée. C'est pas que ça le numérique. Non, attendez, moi oui, d'accord, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle immédiateté dans l'information que vous n'êtes jamais au bon moment de l'information parce qu'elle vous a déjà précédé. Dans tous les domaines. Alors, c'est un effet de société et nous devons l'assumer pleinement. Mais dans le fonctionnement de nos institutions, c'est quand même très compliqué puisque nos concitoyens se sentent ou considèrent qu'ils sont nettement mieux informés que nous tous. Et ils peuvent raconter n'importe quoi de façon totalement impunie. Voilà, c'est là où la cybersécurité, c'est aussi cela. Et là, on rentre dans les grands débats de société numériques. Merci. Autre question, André Bousser. Ça devrait être bon normalement. Ça marche, là? Ouais. Voilà. Alors tout d'abord, merci Président pour nous avoir prêté à ce jeu. C'est pas forcément évident en plus de passer comme cobaye le premier. En tout cas, merci pour votre franchise. En tant qu'ancien maire, ça me parle ce que vous avez dit. Aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, on voulait même supprimer les maires et s'éloigner encore plus de nos concitoyens. Et moi, je me pose la question aujourd'hui. Enfin, attendez, d'abord faire une précision. C'est pas une ligne TGV qu'on demande au niveau de l'association, mais c'est une réhabilitation de la ligne Metz-Dijon pour que les trains puissent rouler au moins à 160 km/h et rejoindre, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, notre pays n'a pas les moyens de financer des lignes TGV partout. Et je pense que pour le budget minimum est à peu près de 350 millions d'euros pour avoir une ligne Metz-Dijon qui permette de rejoindre la ligne TGV ensuite. Voilà, donc ça c'était une précision. Aujourd'hui, la compétence économique est à la région. Ne pourrait-on pas imaginer à un moment donné, on s'éloigne aussi des entreprises. Là, je vous parle en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, quand un chef d'entreprise a un problème, on a du mal à savoir à qui s'adresser à la région, qui effectivement est trop éloignée des problématiques des entreprises. Est-ce que la région pourrait pas revenir à une décentralisation vers les départements qui permettrait plus de fluidité et plus de réactivité? On l'a vu récemment sur le travail entreprise, sur la société qui va s'installer à Saint-Avold. C'était vraiment juste efficace par rapport à Moselle Attractivité, et donc on voit quand même que les départements ont un vrai rôle à jouer, et j'ai connu dans le temps des départements forts. Aujourd'hui, effectivement, ce serait beaucoup plus logique que la région décentralise le pouvoir économique dans les régions, même si il nous faut des régions fortes par rapport à nos voisins luxembourgeois, le Rhénanie-Palatinat, etc., qui sont quand même des départements très forts, des régions très fortes, et ici on a besoin de ces régions, mais il faudrait un peu plus de décentralisation dans les départements. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de discussion à ce niveau-là? C'est le sens même de la création de Moselle Attractivité. C'est-à-dire que lorsque la compétence économique nous a échappé, au moment où on décidait de la suppression des départements quand même, parce qu'il y a eu un Premier ministre à la tribune de l'Assemblée qui a chanté le requiem vers les départements en disant, à partir du 1er avril, je ne sais plus quelle année, 2017-2018, les départements disparaissaient. Imaginez les Mosellans sans Moselle. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Donc, à partir de là, la première réaction du département, c'est de dire qu'il fallait mettre une autre institution en place. On a créé Moselle Attractivité, ça ne s'est pas fait tout seul, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas y revenir.
avec la pugnacité qui a été la nôtre, l'État a retiré sa plainte au tribunal administratif, parce que nous avons réussi à convaincre la région et les 23 intercommunalités de Moselle. C'est-à-dire que nous rassemblons au sein de Moselle Attractivité la région, qui a des postes et qui siège à Moselle Attractivité, les 23 intercommunalités qui ont des représentants, le monde économique, le monde touristique, le monde commercial et commerçant, qui ont des représentants au sein des 3 chambres consulaires qui sont à nos côtés. Et c'est une réponse, et c'est pour nous la réponse. Ce qui veut dire que, et je vous donne un exemple, on a mis en place un dispositif qui s'appelle AMI 57, Aide Mosellane à l'investissement, pour les petites entreprises, petits commerces, de moins de 20 employés qui investissent au moins 100 000 euros, ou lorsque l'intercommunalité met 1 euro, le département met 1 euro. Et ça fonctionne très bien, on nous monte en puissance, on a 16 intercommunalités sur les 23 qui nous accompagnent aujourd'hui, et les choses évoluent bien, on a des artisans qui s'installent, on a des commerçants qui restent, qui préservent la proximité du centre du village, et pour nous c'est important. Et lorsqu'on a des gros dossiers, vous parliez de Saint-Avold, ben on est tous au front, hein, on y est tous. Et généralement, l'État est présent, je crois qu'il faut le dire, avec ses outils, la région l'est systématiquement, et la région, maintenant, il a fallu un tout petit peu leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas faire sans le département et sans le territoire. Et donc, sur Saint-Avold, tout le monde s'est mobilisé. On a une autre annonce que l'on va faire d'ici quelques semaines sur une autre implantation, enfin une extension d'une belle entreprise industrielle, sur laquelle on a pris l'initiative de se réunir. Donc là, c'était Jean Rotner tout au début, et Franck a repris la suite, et le président du département, les présidents des intercommunalités, les 2 maires se sont mobilisés. Moselle Attractivité conduit la manœuvre, aux côtés ou face aux chefs d'entreprise. L'État a été présent, un tour de table a été organisé, chacun a montré ce qu'il pouvait faire, et l'entreprise va s'installer, elle dit, écoutez, moi, ça s'est très bien passé. Alors, on est nombreux à parler, mais le discours est positif, et il est uni, parce que c'est ça qui est important. Il est unique et uni. Donc, on a un dispositif qui fonctionne sur la Moselle, moins sur la Meurthe-et-Moselle, un peu sur les Vosges, mais surtout dans le tourisme. La Meuse, c'est très compliqué, donc ils n'ont pas une vraie démarche aussi dynamique, même s'ils ont un tissu industriel qui est pas mal à certains endroits, Commercy par exemple. Mais au niveau de la Moselle, on a vraiment recouvré complètement notre façon d'agir en essayant de mutualiser les énergies, les synergies, et puis surtout les moyens financiers. Et cela nous a permis d'agir. Et là, on a un préfet qui nous accompagne et qui nous réunit. Et on est vraiment convaincus que c'est la solution. Moi, je continue à revendiquer la compétence du développement économique. Je crois que ça a été une profonde erreur. Nous avions un dispositif qui s'appelait l'AMICAP, l'aide mosellane à l'investissement du commerce, de l'artisanat et de la petite entreprise. On mettait 5 millions d'euros par an. Le jour où on nous a retiré la compétence, personne n'a pris la suite. C'est-à-dire qu'il manque 5 millions d'euros de soutien à l'économie de proximité, vous le savez, qui a disparu et puis personne n'a repris. Voilà. Donc, je pense que, vous savez, tout le monde est contre le millefeuille. En disant, on ne comprend pas le millefeuille, ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent. Moi, quand je vais inaugurer une salle de sport, ou un aménagement, ou une crèche, et que je me retrouve face à côté de l'État, de la région, du département, et qu'on aligne les subventions, il n'y a personne qui se plaint du millefeuille. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, à partir du moment où il est identifié. Nous, quand ça rentre par Moselle Attractivité, c'est une adresse unique. Ce n'est pas un guichet unique, mais c'est une adresse unique. À partir de là, cette structure-là, elle organise autour. Et nous le faisons même avec les gouvernements luxembourgeois ou la SAR, qui est dans la même démarche, qui dit, nous, on sait, Moselle Attractivité, et on le fait sur le tourisme, on le fait sur toute l'activité économique. Donc, ça fonctionne. Ce qu'on demande à l'État, laissez-nous faire. Voilà, laissez-nous faire. Nous savons faire, nous saurons faire, et nous avons la volonté d'équiper, de développer notre territoire. Et nous le faisons aux côtés des chefs d'entreprise. Nous, à la fois les structures, les filières, les structures représentatives et les 3 chambres consulaires, nous, avec l'agriculture, on parle agriculture avec les agriculteurs. On parle industrie, on parle commerce
On parle artisanat de la même façon, même si ce n'est pas notre compétence régalienne, mais il n'y a personne qui m'a reproché d'investir et d'aider au développement de l'agriculture, de l'artisanat ou de l'industrie. Ils sont bien contents de nous trouver. Alors, une dernière question, parce qu'on a débordé. Je vous en prie, Madame la déléguée régionale. Patricia Lecoq-Orange. Monsieur le Président, merci pour cette présentation des enjeux. J'aurais souhaité revenir sur les Jeux Olympiques, et notamment sur le passage de la flamme. Je voudrais savoir, alors j'ai bien noté qu'il fallait attendre début juin pour connaître le tracé exact dans les 63 départements, mais je voudrais savoir comment faire profiter l'ensemble des collectivités du département du passage de la flamme alors qu'elle va passer dans certaines communes uniquement. Est-ce que vous avez prévu un dispositif pour contribuer, faire travailler l'ensemble des collectivités sur ce sujet-là? Alors, on a trouvé un dispositif pour faire travailler les communes qui ont envie de travailler avec nous. Sur les 725 communes de Moselle, on en a 500 qui sont labellisées terres de jeu. Et j'ai mis les services départementaux des sports en mouvement avec Moselle Attractivité, et on a envoyé un courrier aux 725 maires que j'ai rencontrés, soit collectivement, soit individuellement à différentes occasions, pour leur parler terre de jeu. Alors comme j'en ai parlé beaucoup et tellement fort, on considère que c'est le président du département qui en parle beaucoup ou quelquefois de trop, mais ça ne me dérange pas. Et donc il y a aujourd'hui 500 maires qui s'engagent. Nous allons mettre cette année sur les routes de Moselle la caravane des Jeux départementale. Et on va aller sur les territoires qui ne verront pas le passage de la flamme. Et on l'a fait l'année dernière, et on le fait caravane des Jeux sportifs et des Jeux culturels. Donc on aura également une animation culturelle très forte qui sera mise en place. Elle commencera également sur Amnéville le 26 juillet au soir. Voilà, on aura un gros événement culturel. Moi j'attends des milliers de personnes à Amnéville ce soir-là. Et donc les communes sont associées et sont intéressées. C'est encore pas rentré complètement dans la culture des communes. Ils ne mesurent encore pas. J'ai réuni les 23 présidents d'intercommunalité la semaine dernière. Je leur ai reparlé de terre de jeu. Et je vois quelquefois que j'exaspère un peu. Ils nous reparlent de terre de jeu. Bon. Mais je suis intimement convaincu qu'il va arriver un moment où ça va percuter la conscience collective. Aujourd'hui, c'est les retraites, c'est les manifestations, c'est les grèves. C'est ça qui occupe notre paysage. Et puis, les terres de jeu, c'est futile. Voilà, c'est aléatoire. Mais je pense que ça va devenir principal. Et que ça, j'espère, va rassembler les Français. Moi, c'est l'objectif que je me suis fixé dans les villes et dans les villages. Et donc, pour moi, nous allons naturellement, on met en place une dimension de tous les collèges de Moselle. Tous les collèges de Moselle, publics et privés, seront associés à terre de jeu. Il y aura des compétitions intercollèges, enfin, il y a des choses importantes qui se font. Naturellement, nous sommes avec tous les clubs sportifs. Avec tout ce que cela représente. Un exemple, c'est que là, je vais distribuer des t-shirts à toutes les premières licences qui sont prises dans des clubs sportifs en Moselle. C'est 12 000 premières licences chaque année. Donc, et là, on est sur un t-shirt terre de jeu. Voilà, un exemple. Mais on en a beaucoup d'autres. Le terre de jeu, enfin, le COJO a lancé un programme des volontaires. Alors, c'est quoi les volontaires? C'est 25 000 Français jeunes entre 18 et 25 ans, qui vont assumer la logistique des Jeux Olympiques. Bénévoles. Ça a démarré à Londres à l'époque. J'avais été aux Jeux Olympiques, j'avais vu ce qui se passait à l'époque à Londres. C'est qu'il y a toute la logistique. L'accueil des gens, des sportifs à la descente du train, c'est l'accompagnement ensuite des sportifs vers soit leur hôtel, vers leur restauration. Enfin, il y a toute cette équipe de 25 000 bénévoles jeunes. Et nous, en Moselle, on va en avoir 57. Voilà. Compris le chiffre, on en a déjà recruté 40. On les a réunis samedi dernier, c'est exceptionnel. C'est des jeunes qui s'engagent complètement. Et nous souhaitons qu'ils fassent des petits, et donc qu'on élargisse ce cercle-là. Donc au niveau de la Moselle, il y a un vrai élan qui est en train de se mettre en place et qui va se développer. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est sur les radars à la fois nationaux, mais aussi européens. Et j'étais en Sarre et au Rhénanie-Palatinat et au Luxembourg il y a 15 jours. Parce que les Sarrois nous disent, nous aussi on veut les Jeux Olympiques. Alors le CIO interdit le passage des frontières de la flamme olympique, par exemple, qui est une règle, mais ce qui nous encourage quand même à ce que nos délégations peut-être aillent en compétition dans un gymnase à Trèves, ou un gymnase à Sarrebruck, ou bien à Luxembourgville. Donc
on intéresse également le territoire autour de nous. Donc on est en train d'amener avec nous l'ensemble des territoires. Merci Patrick Wuyten, là ce sera le mot de la fin. On a commencé par les JO, on termine par les JO. Merci Patrick Wuyten d'avoir été donc le parrain de ce nouveau rendez-vous sans filtre organisé par la semaine en collaboration avec l'Union des entreprises de Moselle, Orange et le créateur Joliet Bianchi. Prochain rendez-vous le 25 avril, nous accueillerons cette fois une parlementaire. Ce sera la députée de Moselle, Isabelle Roche. À bientôt.